Bien. Écoutez, le quart d'heure poitevin ou charentais, je ne sais pas, étant écoulé, je pense qu'un certain nombre peut-être de personnes vont nous rejoindre par la suite. Une petite information avant de commencer. L'ensemble du comité de ligne est filmé et enregistré. Voilà. Donc, votre droit à l'image est sollicité. Donc, quand vous prenez la parole, surtout, appuyez sur le bouton qui est devant vous, parlez dans le micro, de façon à ce que tout soit enregistré et aussi de façon à ce que ça soit audible par ceux qui nous regardent par Internet, puisque nous sommes en direct sur le réseau. Voilà, merci à toutes et tous d'être présents ce soir. Nous avons ce comité de ligne maintenant depuis 2016 ouvert aux usagers et ce que je disais précédemment, pour la première fois, donc nos comités de ligne en 2018 sont en direct sur les réseaux, ce qui permet y compris à un certain nombre d'organisations, voire d'usagers, d'anticiper sur cette réunion, nous poser des questions en amont par mail, questions auxquelles nous répondrons pas forcément en direct ce soir, mais il y aura des réponses évidemment amenées à travers le compte-rendu et qui seront disponibles sur notre site. Les lignes qui sont concernées ce soir par ce comité sont, je rappelle très brièvement, la ligne 1 Poitiers-Tours et la ligne 4 Poitiers-Angoulême. Nous avons des enjeux qui sont devant nous pour la région Nouvelle-Aquitaine, des enjeux forts. Et donc à ce comité de ligne, c'est important de dire ce qui est en cours et ce qui est prévu. Nous avons d'abord, à partir de 2019, la future convention SNCF région qui va donc traduire sur une durée de 6 ans en quelque sorte le cahier des charges que la région met en convention avec la SNCF, notre opérateur, sur ces lignes de TER. C'est un moment important, ces négociations et ces nouvelles conventions, puisqu'elles déterminent un certain nombre de points sur lesquels on reviendra peut-être, mais extrêmement important. C'est ce qui encadre finalement ce qui sera notre transport dans les 6 ans qui viennent par TER. Nous avons aussi des enjeux considérables, mais ça vous étonnera pas si j'en parle, du point de vue de l'état du réseau, une infrastructure, ça ne vous a pas échappé, il y a eu nombre d'expressions de la région, et pas que de la région d'ailleurs, sur cet aspect. Une infrastructure dans un état assez dégradé, ce qui nous a mis d'ailleurs en situation d'observer cette dégradation et de chiffrer les coûts de remise à niveau. C'est notre audit qui s'est déroulé en 2017, ce qui nous fait qu'aujourd'hui, nous estimons à plus d'1 milliard d'euros le financement nécessaire pour remettre l'infrastructure à niveau d'ici 2030, dont la moitié, au moins d'ici 5 ans. C'est pourquoi la région a demandé un plan rail particulier, spécifique à l'État, de façon à pouvoir engager un certain nombre d'études et de travaux dans les années qui viennent pour faire en sorte que nos TER puissent rouler sur l'ensemble du réseau et répondre aux besoins des usagers des territoires. Ça n'empêche pas la région de prendre part, c'est-à-dire régler un certain nombre de financements sur les infrastructures, alors qu'on est hors compétence, mais dans un certain nombre de cas, il y a véritablement obligation d'intervention si on ne veut pas arriver dans un état trop catastrophique du réseau et empêcher en cela le développement du TER tel que la région le préconise. Nous allons aussi avoir la mise en route du syndicat mixte de l'intermodalité. Alors, c'est un organisme, un outil
qui va permettre de développer l'intermodalité, c'est-à-dire démultiplier par exemple, les supports billettiques ou les tarifications mixtes entre différentes collectivités et la région. Ça va nous permettre aussi de mettre en place un système d'information qui, pour tout usager, permettra d'avoir une lecture de sa chaîne de déplacement du point A au point B, quel que soit le mode de déplacement employé. Et ça va nous permettre aussi de coordonner beaucoup plus les politiques de déplacement et de mobilité entre les agglomérations, les communautés de communes, la métropole et la région. C'est un progrès qui va véritablement rendre un grand service aux usagers et aux territoires et modifier véritablement l'accès à l'usage du transport et du transport collectif. Nous avons aussi intégré cette nouvelle compétence des lignes routières depuis le 1er septembre 2017. Et cette rentrée 2018 a été la première rentrée pour la région en tant qu'autorité organisatrice des transports, notamment des transports scolaires et du transport interurbain. Depuis le 1er septembre 2017, c'est 280 lignes routières, 6500 circuits scolaires qui sont sous la responsabilité de la région. C'est une grosse responsabilité. Et pour cela, nous avons maintenu des équipes départementales, beaucoup d'ex-équipes des conseils départementaux qui sont devenues régions, de façon à garder au plus près du terrain cette capacité à organiser le transport routier voyageur. Nous avons aussi beaucoup travaillé ces dernières années et nous allons évidemment continuer à le faire, et notamment avec ce que je disais précédemment avec le syndicat de l'intermodalité, travailler sur des tarifs loisirs. Ça a été le cas en 2016, tarifs loisirs occasionnels avec les tarifs tribus. En 2017, il y a eu la mise en place du billet jeune Nouvelle-Aquitaine, ce billet qui permet à n'importe quel usager de moins de 27 ans, sans abonnement particulier, juste avec sa carte d'identité, accéder à des tarifications intéressantes, puisqu'on est entre 4 et 19 euros grand maximum pour traverser la région Nouvelle-Aquitaine. En 2018, c'était la mise en place de billets petit prix depuis le mois de septembre. Alors c'est un système disponible uniquement en ligne avec des billets de 5 à 20 euros qui vient rajouter dans la gamme petit prix. Et c'est de l'ordre de 1000 billets semaine qui sont proposés sur certaines lignes. Enfin, la région a beaucoup investi dans le renouvellement du matériel roulant, puisque nous avons 24 régios, alors régios 2N, c'est TER à 2 niveaux, 22 régiolis électriques et 20 régiolis bimode, qui permettent autant d'aller sur les infrastructures électrifiées comme celles qui ne le sont pas. 10 sont livrés cette année. C'est 515 millions d'euros d'investis et c'est 30 millions aussi d'euros investis dans les technicentres, ces 2 technicentres de Saintes et de Bordeaux qui permettent de faire l'entretien quotidien du matériel roulant. Nous avons aussi travaillé auprès des gares sur la question des gares, avec, pour ce qui concerne cette ligne, je vais ne parler que de celle-ci, cette ligne Angoulême-Poitiers-Tours, un investissement important sur le pôle d'échange multimodal d'Angoulême, puisque cet aménagement de parvis, plus la passerelle, avec un cofinancement européen FEDER, c'est quand même une participation régionale de 376 000 euros, du FEDER de 2 millions d'euros. Voilà, nous avons beaucoup travaillé sur ces PEM, celui-ci en particulier puisque nous sommes sur le comité de ligne Angoulême-Poitiers-Tours, mais c'est le cas évidemment à l'échelle de Nouvelle-Aquitaine puisque nous avons une vingtaine de projets en cours et au-delà une trentaine dans les tiroirs concernant les pôles d'échange multimodaux. C'est un enjeu considérable pour faciliter, toujours pareil, la chaîne de déplacement de l'usager, le report modal du bus au TER, du TER à l'autocar ou au tram ou au vélo.
Nous avons aussi un schéma de distribution qui est en cours d'élaboration et qui devrait être finalisé dans les semaines qui viennent, qui consistait à remettre en place un dispositif concernant les guichets, l'achat des titres de transport guichets, puisque vous le savez peut-être ou pas, les heures agents SNCF derrière les guichets et dans les gares sont facturées à la région. Et donc il s'agissait, ça n'avait jamais été fait, d'harmoniser à l'échelle Nouvelle-Aquitaine les pratiques concernant notre relation avec la SNCF concernant ces guichets, et en même temps maintenir des guichets partout, puisque sur les 127 guichets dans les 107 gares TER, 6 guichets ont été fermés en 2017 pour des raisons XY, mais tout à fait justifiables. Et le principe, même en maintenant des horaires quelque peu, j'allais dire affaiblis, diminués en durée hebdomadaire, le principe est de maintenir un guichet dans toutes les gares de Nouvelle-Aquitaine. Donc ce schéma de distribution, c'est un gros enjeu et voilà, il sera définitivement validé cette fin d'année après une phase d'évaluation, et nous aurons en 2019 une nouvelle organisation sur ces guichets, avec des compléments matériels permettant de compenser parfois la difficulté d'accéder au guichet ou par Internet à l'achat de titres de transport. Il y a eu aussi les opérations de mise en accessibilité des gares, ce qui est une obligation à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine pour 29 arrêts qui sont dits prioritaires, la mise en accessibilité pour les PMR et pour les personnes, on va dire, en difficulté de déplacement. C'est là aussi beaucoup d'investissements. Sur le périmètre de ce comité de ligne, précisément, nous avons 5 gares qui sont concernées, donc 4 gares nationales, qui sont Angoulême, Châtellerault et Futuroscope, et une gare prioritaire régionale, Ruffec, dont le bâtiment voyageur sera mis en accessibilité dès fin 2019. À fin 2017, oui. Et après, on va être sur la qualité de service sur les lignes de l'Étoile de Poitiers. Donc, SNCF va nous expliquer ce que sont les résultats de cette productivité sur les lignes. Et puis ensuite, nous reviendrons sur plus précisément l'offre à partir de 2019 et certainement un certain nombre de questions et de remarques que vous aurez à faire. Voilà. Monsieur Dubois. Bonsoir. Donc on va regarder successivement Poitiers-Châtellerault-Tours et puis ensuite Poitiers-Angoulême. D'abord un zoom sur le trafic et son découpage, entre guillemets. Je vous donnerai quelques indications un peu plus précises, puisque Poitiers-Châtellerault-Tours, en fait, on a vraiment 2 parties de l'axe Poitiers-Châtellerault, qui représente, voilà, sur une année pleine, ça ne vous dira rien les chiffres, mais vous allez voir la proportion, à peu près 13 millions de voyageurs kilomètres. C'est un truc très techno. Mais ensuite, on a une autre section qui est Port-de-Pile-Châtellerault, puisque ensuite on bascule sur la région Centre-Val-de-Loire, qui représente 3,5 millions de voyageurs kilomètres. Vous voyez la proportion, 13 et 3, je simplifie, pour les 2 parties de cet axe-là. Et on a un trafic spécifique à Poitiers-Châtellerault, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de l'isoler un peu plus. Et globalement, ce trafic, il se répartit sur cet axe-là à 38% sur des usages occasionnels et 62% sur des usages quotidiens par des abonnés. Et sur la partie Poitiers-Châtellerault en particulier, on a à la fois des abonnés pour le travail et des abonnés pour les études. En Poitou-Charentes, on a assez peu de trafic de lycéens, mais là, sur Poitiers-Châtellerault, les lycéens représentent un peu plus de 17% du trafic à l'intérieur des 62% que représentent donc les usages quotidiens. Voilà l'évolution de ce trafic. Si, comme le dernier comité de ligne a dû avoir lieu au printemps, si on regarde l'évolution entre 2016 et 2017, on a une section Châtellerault-Poitiers
qui a enregistré plus 2% en trafic d'une année sur l'autre. Donc vous avez la courbe de 2017 qui est prolongée jusqu'à la fin de l'année, et vous avez les premiers résultats de 2018. L'évolution 2016-2017, donc plus 2% sur Châtellerault-Poitiers et moins 5% sur Port-de-Pile-Châtellerault. En fait, vous êtes sûrement intéressé par ce qui s'est passé depuis le changement de service, puisqu'il y a eu des modifications importantes à la mi-2017 avec l'ouverture de la ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique. Et en fait, Port-de-Pile-Châtellerault a plutôt souffert. Je pense que nos amis de Châtellerault qui ont un regard sur Tours doivent avoir cette vision-là. Et le trafic, effectivement, s'est ressenti assez nettement de cette évolution d'offres. Alors, sur le plus petit volume de trafic, puisque sur Châtellerault-Poitiers, on a plutôt assez vite une bonne réaction du trafic à l'évolution de l'offre, donc sur le versant Châtellerault-Poitiers. Très difficile d'analyser évidemment le deuxième trimestre 2018, et j'attends pour les jours qui viennent le résultat du mois de septembre. Il faut se méfier aussi, septembre c'est la rentrée, on voit des phénomènes qui se produisent, mais il faudrait regarder sur plusieurs mois. À défaut, là, sur le premier trimestre 2018, sur Châtellerault-Port-de-Pile, on enregistre moins 13%, et ça se passe sur la partie occasionnelle, billets, donc les usages occasionnels sur Châtellerault-Port-de-Pile, puisqu'en fait on s'aperçoit que sur les usages des abonnés, domicile-travail, on est à plus 7, et sur les billets à moins 23, total moins 13 sur ce premier trimestre 2018. Sur le plus gros versant Poitiers-Châtellerault, donc qui représente la proportion la plus importante, on est à plus 4% sur ce premier trimestre 2018, avec 9% sur les abonnés, 6% sur les scolaires. Vous voyez que ce fonds de trafic d'usage quotidien se porte bien sur Poitiers-Châtellerault, et 1% sur les billets, l'usage occasionnel qui est stable. Donc voilà pour ces deux versants, et vous voyez les évolutions de trafic qu'on enregistre contrastées entre la partie Port-de-Pile-Châtellerault et la partie Poitiers-Châtellerault, la plus importante, qui elle se comporte plutôt bien. Sur la partie production, on a une des lignes les plus fiables de la Nouvelle-Aquitaine, avec un taux de régularité qui est proche de 96%, et un taux de suppression en opérationnel qui est de l'ordre de 0,3%. C'est vraiment le plus faible taux de suppression des trains sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc globalement, en production, sur cet axe, on n'a vraiment pas grand-chose à dire. Sur la diapo suivante, voilà, vous avez donc les résultats au milieu. La régularité, en 2017, on était à 91,7%. En 2018, on est à 95,57%. Voilà, un saut de performance important, probablement lié aussi au fait que les TGV, on est moins de sillons autres que ceux du TER. Sur la conformité, on a une légère baisse. En 2018, on est à 86,5% par rapport à 2017. Et ça s'explique complètement par le nombre de suppressions liées aux grèves du deuxième trimestre de l'année. On a un nombre de suppressions en opérationnel qui est très très important sur le deuxième trimestre, et ce qui ne nous permet pas d'être à la hauteur au niveau de la conformité sur l'offre. En revanche, les suppressions en opérationnel baissent de 8,1 à 4%. Voilà, donc globalement, sur Poitiers-Tours, on est sur un axe en production qui est vraiment plutôt bon. Donc sur Poitiers-Angoulême, point de vue trafic, on va se passer la vue suivante. Est-ce qu'on peut voir le camembert, comme on dit, c'est pas pour vous donner faim, mais le trafic est relativement équilibré entre l'usage occasionnel et l'usage quotidien.
Là, on a assez peu de scolaires. Il y en a quelques-uns entre Ruffec et Luxé et Angoulême en particulier, mais ils représentent beaucoup moins que ce qu'on retrouve sur Poitiers-Châtellerault. C'est un trafic qui était plutôt, je dirais, inexorablement à la baisse. On a passé de nombreux mois où le trafic Poitiers-Angoulême chutait. Et d'ailleurs, sur l'année entière, la comparaison année 2016 à année 2017, le trafic a chuté de moins 2,4%. Et c'est reparti à la hausse, un peu timidement fin 2017, mais le premier trimestre 2018, comme vous le voyez ici, on est en hausse, une hausse totale de 4,4% sur ce premier trimestre 2018, qui se détaille en une évolution que je dois retrouver ici, de plus 9% pour l'usage occasionnel, plus 2% pour l'usage par les domiciles travail, et marginalement, le trafic domicile-études, mais il est très peu épais, est en régression à moins 8% sur ce premier trimestre 2018. Les explications qu'on peut y trouver sur la partie occasionnelle qui est la plus dynamique, il est clair qu'on a un phénomène de transfert de trafic de Ruffec en occasionnel pour aller chercher le TGV à Poitiers, on va se le cacher, plus probablement aussi des effets liés au billet jeune en particulier, qui est très dynamique. On retrouve des trafics du vendredi soir qui nous posent des problèmes de forte utilisation. Donc c'est ce trafic occasionnel, c'est-à-dire les gens qui ne voyagent pas tous les jours, qui est particulièrement dynamique, mais avec un trafic d'abonnés qui reste en légère hausse à plus 2%. Sachant que ce trafic abonné est probablement impacté à la fois par un transfert de certains abonnés en totalité sur TGV, sur le bout en bout Poitiers-Angoulême, compte tenu du temps de trajet de 35 minutes, et donc a priori compensé probablement par de nouveaux abonnés sur des relations, des usages, sur des origines-destinations intermédiaires. Point de vue desserte en particulier, ce qu'on a gagné à partir de mi-2017, c'est par exemple une deuxième arrivée à Angoulême vers 8h30, bien mieux positionnée que le système précédent où, avant l'été 2017, on arrivait à Angoulême à 7h20 et après à 9h05. Donc le fait d'avoir installé un TER à 8h30 joue favorablement pour les déplacements Ruffec-Luxé vers Angoulême. Donc il y a sans doute un double jeu entre une perte de clientèle pour TER qui a basculé sur TGV, sur les usages quotidiens pour Poitiers-Angoulême, et par contre des trafics intermédiaires sur les gares intermédiaires en relation avec Poitiers-Angoulême qui ont plutôt été en croissance. Le bilan donnant sur ce premier trimestre 2018 plus 2% et le total de ces trafics plus 4,4% sur ce premier trimestre 2018. Alors sur la partie production, eh bien, on a aussi un axe qui est plutôt bon. On est sur une moyenne de 95% de régularité sur les trains de l'axe Poitiers-Angoulême. En nombre de suppressions, enfin en taux de suppression opérationnelle, on est autour de 0,5%, ce qui est plutôt bon aussi. On est dans les objectifs. On a eu une petite pointe en avril de 1,3% qui était liée à un incident sur un poste d'aiguillage sur la LGV autour de Poitiers. Et de fait, les TGV ont été obligés de passer par la ligne classique, ce qui a pénalisé pas mal les trains TER sur l'axe. Sur la conformité, donc voilà, 95,4% de régularité en 2018 contre 91,7% en 2017. On retrouve la même problématique sur la conformité. On est en légère baisse à 80,7% contre 90,3% en 2017. Et voilà la part suppression opérationnelle des grèves liées aux grèves est une part importante qui péjore la conformité, avec 15,2% de trains supprimés cause grève contre 0,4% en 2017. Alors la régularité, c'est les trains à 5 minutes à l'arrivée. Tous les trains, on compte un train à l'heure lorsqu'il a moins de 5 minutes à l'arrivée.
Eh bien, c'est justement sur cet axe, on avait des TGV, on avait des... Essayez de parler dans les micros parce que vos questions ne sont pas entendues ni enregistrées. Oui, Merci. l'allègement graphique, pourquoi En fait, sur l'axe Poitiers-Angoulême, on avait à la fois des TGV, des trains de fret, des trains intercités, et on a une baisse du nombre de trains de TGV, puisqu'il n'y a plus aucun TGV qui passe par cet axe. Donc ça a libéré un peu les espaces, et tous les TGV qui pouvaient apporter un peu de retard ne les apportent plus sur cet axe-là, de fait. Ouais, ça permet d'améliorer en jargon, j'ai pas relu, j'ai pas censuré mes collègues de la production. On parle du graphique de la circulation. C'est-à-dire, c'est un graphique espace-temps. On voit les trains et quand le graphique, voilà, physiquement, les gens qui régulent la circulation des trains travaillent sur un graphique. Donc, on voit que s'il y a de la place à ce graphique qui se fait parce qu'il y a moins de trains, on a moins de chances d'être perturbé par les circulations voisines. Voilà. Sur la fréquentation, bonsoir, Benoît Groussin de la FNOT Poitou-Charentes. Vous pourriez nous présenter les fréquentations gare par gare et leurs évolutions? C'est quand même assez intéressant, notamment par rapport à l'arrêt Futuroscope qui a été créé il y a relativement peu d'années pour les TER. Qu'on voit un peu si la montée en charge se progresse, si effectivement la dimension intermodale joue aussi. C'est quand même des facteurs sur lesquels il faut, à mon avis, s'arrêter un peu. Merci. Alors, on n'a pas cette donnée-là. On a voulu quelque chose d'assez simple compte tenu du timing. Donc, on ne l'a pas prévu effectivement dans la présentation. Par contre, je peux, moi, à travers un compte-rendu ou donner des informations complémentaires. C'est surtout intéressant pour les gares internes à la ligne. Oui, voilà, c'est surtout ça. Je parlais de Futuroscope, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres arrêts. Donc, il est intéressant de voir quelle est leur progression, leur diminution et pourquoi. Je n'ai pas pris les données avec moi. Ouais. Donner quelques éléments de façon très très synthétique, puisqu'on a une vision, mais qui n'est pas. Non, je pose cette question-là, excuse-moi William, parce que ça a déjà parfois certains comités de ligne s'étaient présentés. C'est pour ça. C'est pas une chose nouvelle que je demande. Oui. C'est une chose qui était habituellement menée. On a eu des pratiques différentes sur les anciennes régions, et on avait effectivement souvent des graphiques sur les gares. Mais on a harmonisé la présentation. Et on a effectivement des données de compte. C'est l'alignement vers le bas, si je comprends bien. Non. Non, on a voulu simplifier. Attends, je suis pas un sauvage. Donc, on peut vous... Peut-être qu'à ce moment-là, ce serait intéressant que nous, usagers, on donne notre sentiment sur tout ça. Enfin, comment on vit les choses. On va vous donner la parole. On répond à la question de la FNOT. Donc, vous souhaitez les fréquentations donc, par arrêt sur les lignes? Oui, par exemple, par rapport à l'exercice antérieur, sur les 2 dernières années. Alors, je vais vous donner entre 2016 et 2017. Par exemple, sur Poitiers, on a... Poitiers, c'est... les lignes intermédiaires, pardon. Voilà, les lignes intermédiaires, parce que Poitiers, c'est pas représentatif. On va tellement de directions et de parcours que D'accord. C'est surtout les gares internes. Donc, au niveau de, par exemple, les Gugé, on avait 8 montées-descentes en 2016 et on en a 5 et 4 en 2017. Pour Iteuil, on a aussi une baisse. Il y avait 13 montées, 5 montées en 2017. Et il y avait 8 descentes pareilles. En Vivonne, ça baisse aussi. On passe de 34 montées à 22 montées en 2017. Et on avait plus de descentes aussi en 2016, puisqu'on était à 41 et on est à 28 aujourd'hui. Au niveau de Anché-Voulon, on était à 17 montées en 2016 et 8 montées maintenant en 2017.
Au niveau des descentes, moins 11 en 2016 et moins 5 en 2017. Et Panvilliers, il y avait une personne, il n'y a plus personne. Saint-Saviol, il y avait 40 montées en 2016, il n'y en a plus que 20. 30 descentes. Là, il y en a pour un moment, quoi. Enfin bon, c'est en baisse. Voilà. Oui. Alors le futuroscope, il est aussi en baisse, 52 montées en 2016, 38 montées en 2017. Oui, je pense. Et par contre, plus de descentes que 65 pour 79. Je vais replonger dans la donnée parce que je pense que c'est pas la bonne. Sinon, ça sera incohérent avec l'évolution du trafic. Mais c'est 2017, c'est pas 2017-2018. Oui, d'accord. Oui, mais c'est ça. Même sans ça. Oui. On a des comptages. Les derniers comptages qui ont été faits datent de janvier 2018. Oui. Donc, voilà, il faudra qu'on revérifie ces données. On peut donner les chiffres. Oui, enfin, C'est pas très intéressant parce que là on est sur les J'ai un chiffres doute 2017 sur la par rapport à 2016. fiabilité. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir 2018 par rapport à 2017 parce que c'est là où Le bas blesse. on peut agir, quoi. Oh, et puis en même temps, ça a beaucoup bougé en 2018. Il y a un autre facteur que j'aurais souhaité que s'arrête, c'est l'incidence, effectivement, de la mise en service de la LGV et la suppression pour Ruffec de tout arrêt TGV d'une part, et l'évolution par rapport à Châtellerault pour les personnes qui vont au sud de Poitiers. Pardon, parce que la relation Poitiers-Bordeaux est inexistante d'un point de vue TGV, pratiquement. Hein, il faut avoir il y a rupture de correspondance, enfin il y a rupture de charge, hein, forcément on vient à Poitiers ou voilà. Et est-ce que vous pensez que vous avez retrouvé par la combinaison TER TGV, vous avez retrouvé l'intégralité du trafic que vous aviez au départ de Poitiers, par exemple par rapport à Bordeaux? Et inversement, par rapport à Ruffec, notamment sur le nord, les gens qui sont du Confolanté, est-ce qu'ils viennent prennent le TER à Ruffec ou plutôt ils prennent leur voiture et ils continuent sur effectivement Poitiers? C'est des choses quand même intéressantes à savoir, l'incidence de la mise en service de la LGV sur le trafic qui est plutôt à grande distance, quoi. Voilà. C'est des questions vraiment très complexes. C'est des données qu'on n'a pas directement. Ouais. Ça suppose, et la région... Oui, fait qu'on les a depuis peu de temps, les données. Hein. On sait que depuis l'arrêt du TGV, il y a 30% de baisse de fréquentation à la gare. C'est clair. Alors, voilà. Et quelle est la part Nous, on va pouvoir vous donner des données de comptage sur les TER. Effectivement, on a des comptages de janvier 2018. On pourra regarder éventuellement la comparaison avec une période à peu près similaire de 2016. Sur les questions précises de Benoît Groussin, là, ça me paraît très très compliqué. La région envisage, hein, ce n'est pas encore décidé, mais des enquêtes à bord, parce que ce qu'on n'a pas à travers un simple comptage, c'est vraiment l'origine-destination de ce que font les gens à bord des trains. Il n'y a qu'en faisant des enquêtes précises à bord des trains, auprès de chaque client, qu'on peut reconstituer quelle origine-destination il fait, s'il est en correspondance. Ça, c'est des données qu'on n'a pas. Alors, j'ai deux interventions, monsieur, et puis ensuite... Maurice Renaud, FAC 86. Les chiffres que vous venez de donner semblent plutôt montrer l'incidence des travaux sur la fréquentation, parce qu'il y avait aussi des horaires différents qui n'ont pas favorisé l'utilisation du train. Et en plus de ça, il y a eu l'installation tout au long de la Nationale 10, par exemple, de beaucoup de parkings de covoiturage. Oui, merci. Moi, j'aimerais savoir, parce que là où la question intéressante de M. Groussin, c'est au-delà des chiffres de croissance qu'on a par kilomètre de voyageurs. Présentez. Ce qui serait bien de savoir, c'est l'évolution en termes de dessert. Tu te présentes. Vous voulez que je me présente? Oui. Monsieur Vignori, pour le secteur fédéral CGT Aquitaine Poitou-Charentes. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir le nombre de dessertes. Parce qu'on pourra facilement comprendre qu'on a une évolution du trafic si on a un report sur juste le nombre de dessertes qui restent. Et moi, les chiffres qu'a donné Mme Parias me semblent pas du tout farfelus. Parce que pour être utilisateur de certains des PANC qu'elle a cités, des points d'arrêt non gérés, les gares fermées, on constate cette baisse de fréquentation. Et elle est surtout liée au fait que la LGV
aurait dû permettre à son ouverture, peut-être pas d'aller vers du cadencement partout, mais on a toujours entendu le développement du TER, l'ouverture de la LGV, grâce à la libération, effectivement, du graphique. Sauf que ça n'a jamais été mis en place. Donc la question c'est, est-ce qu'on a, suite à la LGV, comme on est dans la première année pleine, eu une évolution du trafic, ou est-ce qu'on va vers une évolution au moins du nombre de dessertes, pour tendre vers un cadencement, et notamment, même si c'est du faux périurbain, du cadencement périurbain pour Poitiers. On sait tous ici que la zone de Poitiers, le plateau est saturé, que de plus en plus de monde vivent dans les communes avoisinantes. On a encore des gares dans ces communes-là, et par contre, les horaires ne sont pas toujours adaptés. Je connais nombre de personnes qui prendraient le train matin et soir si les horaires étaient adaptés au niveau des TER. Donc il y a ce phénomène-là qui est quand même réel. Donc est-ce qu'on a une évolution? Parce que la production, elle n'est pas trop mal. En régularité, c'est pas trop mal, mais sur le Poitou-Charentes, ça a toujours été un petit peu comme ça. On souffre pas trop de ça. Par contre, on voit quand même le déclin du nombre de dessertes TER, et en un demi-changement de service TGV, on a déjà perdu des dessertes Poitiers-Paris, Poitiers-Bordeaux. Donc on est quand même très craintif sur l'avenir à court terme, où on pourrait se retrouver à avoir plus beaucoup d'allers-retours Poitiers-Bordeaux. Donc le matin, c'est très bien organisé. Par contre, quand vous travaillez à l'extérieur, pour rentrer, c'est beaucoup plus compliqué, les horaires, parce qu'on n'est plus sur de la desserte en 1 heure. Vous n'avez pas de retour en 1 heure pour rentrer. Ça n'existe pas, ni de Paris, ni de Bordeaux. Ce n'est que de la desserte en 2 heures, quasiment. Et au niveau des TER, que ce soit de Tours ou d'Angoulême, est-ce que si on avait une meilleure fréquentation et autour d'Angoulême et de Poitiers, on n'aurait pas justement un rebond et que ça nous permettrait d'aller vers plus de cadencement? Sachant qu'on a les espaces en circulation aujourd'hui pour circuler un petit peu mieux depuis la LGV. C'est ça qu'on regarde de près, mais je vais revenir. Donc moi je voulais apporter mon témoignage d'usager, de cadran, de navetteur entre Angoulême et Poitiers. Ça fait 20 ans que je fais le trajet, donc j'ai un petit peu d'expérience sur le sujet. Donc j'ai connu le pire, le meilleur, et puis maintenant le moins bon, quoi. Donc on est passé quand même d'une politique, là, il y a 3 ou 4 ans, qui était nettement, 4-5 ans, qui était affichée pour favoriser les transports en commun, avec des tarifs qui étaient très peu chers, hein. Je payais, moi, 80 € pour faire Angoulême-Poitiers, avec en plus possibilité d'accéder à des TGV, donc 80 € plus 30 €, mettons 110 € par mois, avec des trajets qui me prenaient 1h30. Et aujourd'hui, avec la nouvelle région et donc une politique qui n'est pas du tout en faveur des transports en commun, on a désormais un tarif de plus de 200 € pour ne prendre que des TER qui me prennent 2h20 par jour. Donc voilà, 110 €, 1h30, 200 €, 2h20. Voilà. Donc ça, c'est assez inacceptable. Enfin, c'est difficile à vivre. Et je pense que c'est ce qui explique les baisses de fréquentation sur la ligne Angoulême-Poitiers. En tout cas, c'est notable. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, il y a d'autres choses que je voulais signaler, qui sont plus des phénomènes particuliers, mais qui durent et qui sont très énervants pour les usagers. Le vendredi, entre Poitiers et Angoulême, on a des TER qui sont surchargés avec les étudiants qui rentrent chez eux, enfin voilà, depuis plus d'1 an. Donc on fait régulièrement des comptages, etc., mais on ne rallonge pas les TER. Vendredi dernier, on a été obligé d'attendre qu'un certain nombre de personnes descendent du TER à Poitiers, et je ne sais pas qui a payé, si c'est la région ou la SNCF, mais on a mis à disposition des gens qui allaient à Ligugé, Vivonne et Iteuil, des taxis, parce que le TER était trop plein, quoi. Alors que il n'y a pas besoin de compter, hein, il suffit de regarder, et tous les vendredis, c'est comme ça depuis 1 an. Donc on demande qu'au moins les conditions de transport soient améliorées, parce qu'on paye suffisamment cher maintenant pour un service qui est complètement, qui s'est beaucoup dégradé. Et puis bon, on parlait tout à l'heure de la politique TGV. Le fait de la grande vitesse, effectivement, pour nous, les intermédiaires, Angoulême, Poitiers, Bordeaux et puis Tours, on a énormément perdu en possibilité de prendre des TGV. Et donc, voilà, on est maintenant soumis
On a énormément de problèmes pour se déplacer, pour aller travailler, pour arriver à l'heure au travail, pour pouvoir puis pas être trop fatigué pendant notre journée ou le soir quand on revient chez nous. Merci. Oui, Jean-Louis Moreau de l'association Châtellerault, Notre Gare, Notre Avenir. D'abord, j'imagine quand vous nous parlez des chiffres de fréquentation sur Châtellerault-Port-de-Pile que c'est Châtellerault-Tours en réalité. Parce que c'est uniquement ce qui se passe sur Châtellerault-Port-de-Pile, mais c'est essentiellement, des voyageurs qui vont jusqu'à Tours, on est d'accord. Oui, parce que sinon ça ne va rien dire du tout. Parce que après, les abonnés, par exemple, ils vont à Tours, ils ne vont pas à Port-de-Pile. Oui, d'accord. Mais de fait, vous voyez, effectivement, c'est des gens qui font Châtellerault-Tours. On peut considérer que les statistiques... Parce que si je vous donne les statistiques sur le versant centre, voilà, ça n'aurait pas de signification non plus. Puisque... Voilà, non, mais je voulais la précision, parce que comme je pense... La très grande majorité... Je pense que la différence d'évolution de fréquentation entre Poitiers-Châtellerault et Châtellerault-Tours, elle est assez simple à comprendre. C'est que d'un côté, il y a une offre. Bon, une offre est toujours améliorable, hein, on va dire qu'aujourd'hui, elle est correcte. Voilà, satisfait. Et puis, il y a eu un peu de report, sans doute, des gens qui avant prenaient le TGV à Châtellerault pour aller à Bordeaux. Maintenant, ils sont obligés de prendre le TER, descendre à Poitiers. Donc, forcément, ça fait quelques voyageurs occasionnels supplémentaires. Je ne sais pas si on peut les chiffrer, mais forcément, il y en a. Parce que je pense qu'il y a toujours des gens il y a plus de gens qui vont à Bordeaux qu'avant, puisque il y a beaucoup de choses qui se passent à Bordeaux. C'est une réalité incontournable. Voilà. Par contre, sur le côté Châtellerault-Tours, l'offre n'est pas bonne. Ça explique, je veux dire, pour les gens qui connaissent les transports, on sait depuis belle lurette que ce qui fait la fréquentation d'un transport public, c'est l'offre, c'est la qualité de l'offre. Alors là, on n'a pas de problème de régularité, donc on a réglé ce problème, mais si on a peu de dessertes ou des dessertes mal positionnées, forcément ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé avec l'arrivée du TGV. Alors, je ne sais pas pour mettre portée sur la région et le TER, mais c'est pour essayer de comprendre les choses, essayer de les faire avancer. Moi, je ne suis pas là pour faire des procès d'intention. Mais je vais prendre deux exemples. Il y a quand même il y a plus de relations que vous l'imaginez entre Châtellerault et Tours. Châtellerault et les gens de Châtellerault sont aussi tournés sur Tours que sur Poitiers. C'est une vieille réalité historique, et ça, c'est pas parce qu'on mettra des barrières et des frontières régionales qu'on changera les choses. Donc, il y a des gens de Châtellerault qui travaillent à Tours, et il y a des gens de Tours qui travaillent à Châtellerault. Et avant la suppression du TGV, donc c'est pas de la faute du TER, mais sauf que maintenant il y a un problème à régler, c'est qu'il y avait un TGV qui arrivait à 8h10. Et il y a un certain nombre de salariés sauf que je suis sûr qu'aujourd'hui, ils prennent leur bagnole, donc ça fait des gens en moins. Deuxième chose, le matin, vous aviez un TGV qui était positionné à 10h40, ce qui permettait... il y a des gens, des retraités, qui ont des rendez-vous médicaux, etc., qui prenaient ce TGV et qui, le soir, pouvaient, ou l'après-midi, revenir en TER. Parce que, je veux dire, le système ferroviaire, c'est un tout. C'est pas d'un côté le TGV, d'un côté le TER. Tout ça doit fonctionner ensemble. Donc, moi, je pense, mais je peux anticiper, je pense que vous nous ferez une présentation du service 2009 et j'aurai l'occasion de... Parce que, en plus, je termine, on a un vrai problème, je veux dire, entre les deux régions. On n'arrive pas à régler, les uns disent moi c'est pas de mon fait, les autres disent je veux bien mais il faut que les autres payent sa part, je veux dire, et pendant ce temps-là le temps passe et voilà. Pour être très concret, Thierry Fèvre, Grand Châtellerault, il n'y a aucun TER qui arrive du nord, autant du sud de Poitiers, effectivement, on l'a vu, il y a une desserte qui est bien raccordée, qui est utile pour tout le monde, un travail, collégien, lycéen. Venant du nord, on ne peut pas venir à Châtellerault le matin comme on pouvait avant avec le TGV. On ne peut pas. Il faut arriver ultra tôt ou ultra tard. Et même chose le soir, puisqu'on ne peut pas en repartir. Donc les gens, ils ont pris les bagnoles maintenant. Alors, on connaît bien le sujet. Alors, je sais que c'est pas satisfaisant. Je vais pas répondre totalement parce qu'on pourrait rentrer dans le détail, mais ça vous a pas échappé, ça c'est sûr. Le TGV, on n'a pas la main dessus, à tel point même que il y a des TGV qui étaient placés à des horaires extrêmement intéressants, que ce soit en Poitiers ou en Angoulême, qui ont été supprimés. Donc, toute la ligne a été impactée par ces modifications, grande vitesse. Ils ont mis des Ouigo à 10h30 le matin et à 15h de l'après-midi. Ça ne correspond plus du tout.
Voilà. Toutes nos correspondances ont été foutues par terre à cause de ça. Secondo, ce qui se passe entre Châtellerault et Tours, vous le savez très bien, et on n'a toujours pas résolu le blocage avec la région centre. Nouvelle-Aquitaine est prêt à mettre à 240 000 euros sur la table. On a tout fait. La région centre ne bouge pas. La région centre ne lève pas un petit doigt. Voilà. Donc, on n'a pas encore fusionné Nouvelle-Aquitaine et région centre et Val-de-Loire. Donc, on est embêté. Mais vous savez, on a les mêmes difficultés côté Rhône-Alpes-Auvergne. On n'arrive pas à s'entendre avec cette région pour au moins répondre à un certain nombre de besoins. Donc, moi, la région fait le même constat que vous, le déplore autant que vous. Elle est au maximum de ce qu'elle peut faire, mais elle ne peut pas décider à la place. Voilà. Parce que vous dites, juste pour préciser pour l'ensemble de l'auditoire, pour quitter en TER le Châtellerault le soir, pour remonter vers le nord, vers Sainte-Maure et tout ça, si on ne part pas juste avant 18h, il faut attendre 20h25. Donc il y a comme un petit problème quand même. Christophe. Oui, je voudrais revenir sur la desserte TGV de Ruffec, puisque ça a été souligné par plusieurs intervenants, pour dire que ça concernait 36 montées-descentes par jour lorsqu'il y avait le TGV à Ruffec. Tout ne s'est pas reporté sur le TER, ça a été dit. Ça veut dire que, comme pour les Châtelleraudais, il y a beaucoup de Ruffecois, enfin des habitants du bassin de vie du Ruffecois, 100 000 personnes qui prennent les véhicules, les voitures, pour aller prendre le TGV directement à Poitiers. Mais il y a une double peine pour les habitants du bassin de vie. C'est que la suppression du TGV a provoqué une réduction de l'amplitude horaire des possibilités de déplacement, notamment sur Paris, puisque, et là c'est directement la région qui a les clés, puisque pour pouvoir rentrer de Paris et prendre le TER à Poitiers pour arriver à Ruffec, il faut partir à 17h23. Or, avec l'augmentation du délai d'un point de vue de contrôle sécurité, etc., dans le métro, les alertes, colis piégés, etc., ça veut dire qu'il faut quitter son travail ou ses réunions à 15h30, 16h maxi. Donc ça ne correspond pas aux horaires de travail. Donc nous, on demande, l'association Maintien TGV, Gare de Ruffec, Survie du territoire, une augmentation de l'amplitude des dessertes TER et cadencée sur des TGV qui partent de Paris, notamment pour rentrer à 18h23. Donc un départ de Paris en TGV à 18h23 et qui permettrait ensuite... il faudrait la mise en place d'un TER pour arriver à Ruffec à 21h10, ce qui était l'horaire du deuxième TGV que nous avions le vendredi soir, qui arrivait à 21h10 de Paris et qui était rempli. Deuxième aspect, pour désenclaver le territoire ruffecois, c'est aussi permettre aux Ruffecois d'arriver à Bordeaux avant 9h. Et là, c'est le verrou, et ça a été expliqué par William Jacquillard, c'est le verrou des suppressions de trains à Angoulême qui bloque, puisque on pourrait avoir un TER qui nous permettait de prendre le TGV ou nos TER à Angoulême, mais que la suppression de ces trains-là fait qu'on ne peut pas, au départ de Ruffec, arriver à Bordeaux avant 9h. Donc là, c'est pareil. Il n'y a aucune utilité à la gare et on observe effectivement une diminution de fréquentation de 30% sur cette année. Donc c'est pas satisfaisant. Donc ça a été dit, si on supprime l'offre, effectivement on supprime la demande, c'est mécanique. Si on crée à des horaires qui correspondent aux besoins de la population, soit pour les salariés, pour les étudiants, si on crée des trains adaptés aux horaires, aux contraintes sociales des temps de travail, d'études, et bien là à ce moment-là effectivement dans le cas concret de Châtellerault vers Tours, il y a des trains aux horaires ouvrables de Châtellerault vers Tours. Je suis sûr qu'il y a du monde dans les TER. Il n'y a pas dans l'autre sens. Il n'y a pas la perméabilité des deux bassins. Nous, pour Ruffec, on demande effectivement l'augmentation de l'amplitude horaire de déplacement sur les métropoles parisiennes et bordelaises, avec des TER cadencés sur les trains qui nous permettent de partir plus tard de Paris et d'arriver plus tôt à Bordeaux. Alors, j'allais dire, la demande sur Châtellerault, elle est récurrente, elle n'est pas effectivement d'aujourd'hui. Celle de Ruffec, elle a été enregistrée et il y aura... il y a un travail, enfin on a déjà un peu discuté là-dessus, il y a un travail qui est fait pour trouver des solutions à l'horizon 2020. 2020, il y a évidemment nécessité de répondre à cette problématique. Bon, voilà, quitter Paris, quitter son travail ou je ne sais quoi à 16h, même avant, c'est pas entendable. D'autant qu'il n'y a pas double, on peut pas le faire deux fois, il n'y en a qu'un. Si on le rate, c'est fini. Voilà. Bon, on a les mêmes problématiques sur Angoulême-Bordeaux aussi. On a vraiment un axe Bordeaux-Tours avec
certes, la LGV, il y a un certain nombre de choses qui ont été améliorées pour un certain nombre d'usagers, mais pour les autres, ça reste à faire. On est bien conscient de ça, et il y a un certain nombre de travaux qui sont menés, avec des réponses pas immédiates, encore que, on le dira tout à l'heure, il y a des choses quand même en 2019, y compris des arrêts qui ont été rajoutés, mais pour ces questions-là, à l'horizon 2020, on devrait pouvoir régler. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Damien, je suis un récent usager des TER sur la ligne Poitiers-Châtellerault. D'abord, je me trouve un peu seul en termes de jeunesse, désolé pour tout le monde, mais du coup c'est un premier problème, c'est une chose à signaler. On pourrait être plus nombreux à utiliser les TER, maintenant voilà. Tout à fait. Par un problème plus sérieux, j'ai décidé de prendre le TER pour une raison environnementale. Hein, tout le monde l'aura compris. C'est d'une logique, mais aussi c'est une question de tarif. C'est quand même plus accessible. Juste sur le tarif, ma copine habite à Paris. Son pass Navigo lui coûte 35 €. Mon pass TER me coûte 70 € par mois sur abonnement annuel. Et si je prends un abonnement annuel, c'est 62 €. Voilà, petit décalage. Bon, on est peut-être moins à payer le service, évidemment. Enfin, quand même. Petit détail, je travaille de nuit, j'embauche le soir, pas de souci pour me rendre à Châtellerault. Ça reste raisonnable. Le temps de trafic, le temps de transport est plus court que la voiture. Pas de souci. Par contre, pour revenir le matin, c'est un peu compliqué parce que oui, j'habite à Biard, donc je me rends jusqu'à la gare à vélo. D'accord. Et puis de la gare, comme les horaires sont un peu limites, eh bien de la gare du Châtellerault, je vais jusqu'à mon travail à vélo. Bon, je n'évoquerai pas le fait qu'il y a peu d'emplacements dans les TER pour les vélos et on commence à bien ressentir la problématique aujourd'hui. En tout cas, tout à l'heure, je l'ai vu en arrivant là. Pas assez de place pour les vélos, donc des vélos qui tombent par terre. Et puis bon, le samedi matin, petit problème parce que donc je travaille le vendredi soir. Le samedi matin, pour rentrer, le dernier TER au départ de Châtellerault en direction de Poitiers est à 7h30. Oui, c'est le dernier TER de la matinée. Le TER suivant est à 13h10. Malheureusement, peu de gens débauchent à 7h30 du matin ou décident de prendre le transport. Donc bon, pour à titre d'exemple, samedi dernier, comme je ne pouvais pas me payer le TGV, parce que tout coûte cher, et puis de toute façon, il est hors de question de payer 10 € supplémentaires pour un trajet Châtellerault-Poitiers avec mon vélo, puisque c'est le coût pour le vélo dans le TGV. Je suis un peu choqué de devoir attendre 13h10 pour pouvoir prendre un TER et rentrer le samedi matin, sachant que j'embauche à 18h. Donc c'est quand même dommage, voilà, de passer ma journée à attendre à la gare. Je pense qu'un jour je le ferai et je me filmerai pour le montrer un peu à quel point c'est aberrant de pas avoir de TER en milieu de matinée un samedi. Châtellerault se plaint de pas avoir de consommateurs. Il y a de moins en moins de consommation, d'activité, mais peut-être que l'offre de transport est aussi une des raisons à ce problème. Donc c'est noté, trou d'offre le samedi matin. Après, tout s'étudie, il n'y a pas de... Voilà. Oui, comme je vois que... J'anticipe un peu, mais je pense qu'après, vous allez nous présenter la future offre. Avant qu'on passe sur la future offre, moi, j'aimerais avoir quelques infos, quelques renseignements. Vous êtes alerté sur quelques points, notamment en lien avec les gros enjeux que vous avez décrits en début de réunion sur la Convention, parce que parler de la future offre TER 2019, qui va être la pure conséquence de ce qui va être négocié dans le cadre de la Convention, en partie quand même. Moi, j'aimerais quand même avoir quelques infos sur cette convention. On avait des conventions précédemment en Poitou-Charentes et dans beaucoup de régions en France, dans toutes d'ailleurs, qui étaient toutes de longue durée, qui permettaient de développer, d'avoir une vision à long terme. Et j'aimerais comprendre quel est l'intérêt pour la région de raccourcir autant la durée de la convention. La deuxième question, c'est parce que c'est la deuxième petite phrase, c'est quel est l'intérêt pour la région de se lancer d'annoncer que d'ores et déjà il pourrait y avoir une ouverture à la concurrence. Autant je peux entendre PACA avec les soucis de production et les résultats de production qu'ils ont, qui se posent des questions. Je trouve que c'est incohérent de présenter de la bonne production comme on l'a fait sur le territoire et d'un autre côté de dire on ouvre la concurrence, si on est content d'un service, quel est l'intérêt de l'ouvrir ? Vous avez parlé des guichets.
j'aimerais savoir si on va encore aller vers encore une adaptation des ouvertures d'horaires de guichet, une réduction d'ouverture des horaires de guichet ou de la fermeture de guichet, vu qu'il y a déjà eu cette année. Est-ce qu'il y en aura d'autres à l'avenir, sachant que, bon, on trouve déplorable, tout le monde ne le sait pas ici, mais dans beaucoup de petites gares, c'est le même agent qui fait et la sécu et la vente, et il ne touche pas un centime de plus en vendant sur l'ensemble de son service, où aujourd'hui qu'on l'autorise à vendre que 2 heures. Et c'est très fatigant pour les usagers, en premier lieu, pour les gens qui ensuite travaillent dans le cadre de leur travail, militent, ainsi de suite, de se dire qu'on pénalise des gens pour un jeu de facturation. Parce qu'il ne s'agit qu'un jeu de facturation. Les collègues, ils sont là, ils ne sont pas payés un centime de plus ou de moins, ils pourraient vendre dans toutes les petites gares où il y a un point de vente de 5h du matin à 21h, mais on dit non, parce qu'effectivement, c'est compliqué de faire afficher des horaires d'ouverture de vente comme ça, alors que dans les grandes gares où il y a un agent ne fait que de la vente et coûte plus cher que le canal internet, c'est vrai, c'est compliqué de dire dans la petite gare de Sireuil on ouvre plus, ou dans la petite gare du Futuro on peut ouvrir plus, même si Futuro n'est pas franchement le bon exemple. Donc c'était ça. Et le dernier point, c'était est-ce que la région, dans le cadre de la future convention, a demandé est-ce qu'il y ait une évolution des métiers pour nous, les cheminots, notamment dans le cadre, est-ce qu'on va aller vers, comme ça se fait dans d'autres régions, une volonté de ne plus avoir de contrôleurs dans les trains. Parce qu'au-delà de la fréquentation des trains et de la qualité de la production, il y a le confort à bord et tout ça. On ne va pas traiter toute la politique SNCF Nouvelle-Aquitaine en matière de transport dans la soirée. Voilà, alors je vais aller très très vite. La convention, c'est Nouvelle-Aquitaine qui, effectivement, négocie avec SNCF. Pour l'instant, il n'y a rien d'acté. On est en négociation. La région n'a jamais dit qu'elle allait mettre ceci ou cela. Pour l'instant, c'est absolument pas... Enfin, c'est tout à fait prématuré de dire ça. C'est tout à fait normal de mettre des inquiétudes ou des points d'interrogation sur un certain nombre de points, mais c'est pas dans le comité de ligne là que ça se règle. Hein, voilà. En plus, si la région fait des choix, c'est des choix qu'elle fera avec sa compétence et l'exécutif à majorité décidera si la convention elle doit comporter ceci ou cela. Quand on rappelle qu'effectivement il y a ouverture à la concurrence possible, c'est parce qu'on rappelle le cadre législatif. Comme on rappelle que le cadre législatif nous met un certain nombre de futures compétences concernant peut-être les gares, etc. Donc tout ça, il faut que l'on en tienne compte. Et la négociation avec la SNCF, du côté SNCF, ils n'oublient pas de nous rappeler un certain nombre de choses. Ça, c'est pour la convention. Pour les guichets, moi, ça m'étonne qu'on défende, par exemple, un certain nombre de gares où la région paie 100 heures, plus de 100 heures, voire 107 heures guichets par semaine, alors qu'il y a quelques billets vendus par jour et pas toutes les heures. Bon. Donc raisonnablement, ce qui peut être fait, parce que nous on demande à ce que les agents puissent effectivement faire un certain nombre de tâches. Mais après, on n'est pas pilote de la SNCF, hein. C'est la SNCF qui pilote ses ressources humaines, qui détermine l'évolution des métiers, etc. Bon, voilà. Quand on réduit les horaires à un guichet, c'est qu'on a devant nous la traduction de 3 années, 4 années, 5 années d'utilisation du guichet. On sait pertinemment à quelle heure les billets sont vendus. Ou alors la SNCF nous ment, y compris les guichetiers, y compris les agents que je vais voir, moi, dans les gares, me mentent. Certains, y compris, se plaignent de voir personne sur une demi-journée, voire 3/4 de la journée, et demandent à être retirés du poste. Mais ça, peut-être que c'est moi aussi qui dis des bêtises, hein, c'est possible. Hein, voilà. Concernant ce schéma de distribution, en tous les cas, pour répondre à ta question, il n'y aura pas d'autres fermetures de guichets. Ce qu'on a, nous, sauvé, par contre, c'est l'ensemble des guichets. Il y a 6 guichets fermés en tout et pour tout sur les 127 qui ont été fermés en 2017. Voilà. Si on avait suivi la stratégie de la SNCF et si on avait signé au bas de la page, comme l'ont fait beaucoup d'autres régions d'ailleurs, c'est les 3/4 des guichets qui seraient fermés. Donc aujourd'hui, le schéma de distribution a pour objectif
maintenir un guichet, même si je l'accorde, il y a des endroits où on a réduit à 15h, 20h l'ouverture hebdomadaire qui correspond à 2 ou 3 billets vendus sur une semaine. Bon, on maintient. On maintient, ça a été la volonté du président et de l'exécutif de dire de toute façon on maintient un service, même s'il est réduit, on le maintient. Voilà. Et la réflexion qui vient et qui a été amorcée le mois précédent, c'est retrouver une utilité de service et de service public dans toutes les gares et notamment les gares des zones rurales. Donc on a entamé un travail de ce point de vue-là avec l'ensemble des organismes qui sont censés dispenser du service dans les territoires, pour redonner y compris de la vie dans de trop nombreuses gares qui sont partiellement murées, fermées, voire inactives, effectivement, en dehors des ouvertures guichets. Donc voilà, on n'est pas du tout sur un objectif de ratatiner ce que sont les gares, et notamment dans des territoires où c'est bien souvent le seul édifice dans lequel on peut dispenser du service. Mais qu'on soit clair, nous on ne tire pas sur la région. Non, mais nous, ce qu'on dit, c'est que c'est pénible. Je vous l'avez démontré, c'est pénible pour nous et pour les usagers de se dire on perd des heures parce que vous avez une surfacturation qui n'est qu'un jeu de fausse facturation. D'un autre côté. Et ensuite, j'entends les gares rurales, je partage, mais l'exemple typique, c'est la gare de Poitiers quand même qui est concernée. Il y a 15 jours, on a mis les horaires à partir de 9h le matin au lieu de 7h. Et moi, je peux vous certifier ici. Ça, c'est les gares nationales, c'est pas la région qui décide. Il y a autant de flux de 7 à 9 de vente. Il y avait du flux de 7 à 9 de vente, comme il y en a après. D'accord. Voilà. Mais c'est pas la région, là. Le troisième point, c'était sur l'offre 2019. Donc on va peut-être... Ah oui, tu avais aussi... j'avais 2 interventions là à droite, excusez-moi. Benoît. Oui, je voulais revenir sur la structuration de l'offre. Je crois qu'il faut regarder les choses à leur bonne dimension sur la relation Tours-Bordeaux. Il y a une vraie problématique de relation interville sur cet axe. La LGV s'est mise en service et on a pensé à bon ou à mauvais escient que ça pouvait résoudre les problèmes puisque LGV étant synonyme d'accélération des trains, donc de diminution de temps de parcours. Il y a 3 segments. Tours, Poitiers, Poitiers-Angoulême et Angoulême-Bordeaux. Et je crois que il faut réfléchir effectivement à terme, mais à un terme le plus court possible néanmoins, à avoir un train, notamment un le matin et un en soirée, qui fasse Tours-Bordeaux et un autre dans l'autre sens le matin, pour faire une relation relativement interville, en TER, mais à vitesse quand même élevée, compte tenu que la ligne et ses caractéristiques ont permis de 200 km/h pendant longtemps et le permettent encore, et qu'à ce titre-là, on peut faire effectivement du Tours-Bordeaux dans des temps tout à fait acceptables, et que ça résoudrait, me semble-t-il, un certain nombre de choses, en pensant aux arrêts bien sûr, de Châtellerault et de Ruffec, et de Libourne, parce qu'effectivement, il y a une dynamique d'échange entre ces villes, dans un sens comme dans l'autre, qui serait fort intéressant de mettre en avant et de le traduire. Et après, il y a une autre problématique que j'avais déjà évoquée, parce que quand les comités de ligne se sont tenus des fois à Angoulême, sur la partie Angoulême-Poitiers, c'était pour l'offre TER, faire en sorte que au moins le matin, dans le sens Angoulême-Poitiers, il y a un TER qui accroche un TGV dans un espace relativement réduit à Poitiers, une correspondance tout à fait acceptable, 10-12 minutes, un quart d'heure au maximum, en venant du sud, qui permettrait effectivement aux gens de Ruffec d'avoir quand même une alternative au TGV qu'ils ont perdu, et le soir, l'opération inverse. Ça en semaine, et que les week-ends, où effectivement le graphique maintenant est extrêmement allégé, de faire en sorte que les TER Angoulême-Poitiers, les quelques-uns qui roulent le samedi et le dimanche, puissent être systématiquement en correspondance à Poitiers sur Paris. C'est une chose qui n'est pas au rendez-vous. Quand on a une demi-heure ou 3/4 d'heure, c'est plus de la correspondance, c'est du changement de train. La correspondance. Donc, ce qui n'était pas possible avant la LGV pour des régions objectives, aujourd'hui devrait pouvoir se mettre en place si la volonté est au rendez-vous. Il faut regarder ce qui peut être fait, mais il y a des choses qui peuvent être faites. Voilà, merci. Oui, bonsoir. Moi, je remercie tous les abonnés qui me permettent aux gens qui ne le sont pas et qui sont justement les occasionnels de pouvoir continuer à prendre le train. Mais c'est quand même pas toujours évident.
Moi, je suis aussi un cycliste et je prends le train, pas forcément régulièrement, de moins en moins régulièrement même, mais j'apprécie quand même toujours le train, et le train plus le vélo. Donc là, on a parlé, entre autres, qu'il y avait une plateforme intermodale, par exemple à Angoulême. Comme on sait que d'ailleurs la ligne maintenant pour aller sur Limoges va avoir probablement des grosses difficultés à être maintenue. Quand on arrive avec un vélo, par exemple à Angoulême, et qu'on voulait aller à Roumazières, comment fait-on ? C'est à l'appréciation du chauffeur parce qu'il semblerait qu'au niveau du règlement, on demande au chauffeur finalement de ne pas forcément accepter la bicyclette. Enfin, ça c'est un petit... Voilà. Les horaires de guichet. Alors moi, merci de nous maintenir le guichet, mais bon, pourquoi il semblerait qu'avec les jours qui vont arriver, on va pénaliser le passager qui va arriver assez tôt le matin, les guichets n'étant pas ouverts et n'ayant pas de carte bancaire, donc prenant le train et demandant au contrôleur un ticket, on a le tarif guichet. Et il semblerait qu'on ne va plus l'avoir, ce tarif guichet. Donc c'est aussi quelque chose que je voulais dire. Pourquoi on va nous pénaliser comme ça Sinon, bon, dans l'ensemble, il y a des petites informations qui seraient nécessaires. C'est dommage quand même, ça s'est un petit peu arrangé, mais quand on est dans un train et qu'on nous annonce en fait qu'il va jusqu'à Angoulême et qu'en réalité il va jusqu'à Bordeaux, ça serait bien de nous le signaler, parce qu'après c'est la même région. Alors je sais que c'est qu'une histoire de numéro, mais enfin c'est quand même dommage. Bon, je l'ai découvert, j'en suis content. Mais je me suis rendu compte hier en revenant d'Angoulême que c'est pareil. On allait jusqu'à Châtellerault, on nous annonçait bien dans le train qu'il allait jusqu'à Poitiers. Puis finalement, il va jusqu'à Châtellerault, ce train. Hein, voilà. Bon, toutes ces petites choses, voilà. Mais je suis qu'un occasionnel, moi. En tout cas, merci pour les abonnés, parce que s'ils n'étaient pas là, je ne sais pas si je pourrais encore prendre le train. Éteignez votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que la SNCF a des réponses à nous... L'histoire, enfin, c'est pas une histoire, malheureusement, parce que je l'ai moi-même constaté. Hein. Je prends aussi le train très fréquemment. De ne pas pouvoir prendre son billet, parce que vous dites éventuellement on n'a pas de carte bleue, mais encore quand on est dans une gare avec un distributeur, mais quand on prend le train à une halte, il n'y a pas de distribution. Et que le contrôleur, effectivement, vous met une pénalité parce que vous n'avez pas votre billet, même si vous êtes... Bon, c'est arrivé... et la région demande, depuis X temps, on l'a encore demandé au dernier comité de pilotage Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on rencontre quand même la SNCF plusieurs fois par mois, on pourrait dire. On leur a demandé de faire passer effectivement ce message, comme quoi, dès qu'un usager ne peut pas justifier de la possibilité d'acheter un billet, quel que soit d'ailleurs le mode d'achat, il monte dans le train, il se dirige vers le contrôleur, il demande un billet, il n'a pas à être pénalisé, il doit avoir le tarif guichet. Ça me paraît... voilà. Ça avait été très fortement, d'ailleurs, indiqué lors du début du schéma de distribution, puisque justement, ça fait partie des mesures accompagnant la réduction d'un certain nombre de durées hebdomadaires d'ouverture de guichets dans un certain nombre d'endroits. Disant, il faut que la personne puisse, y compris quand elle n'a pas de carte bleue, puisse payer en liquide, y compris. Voilà. Tous ces problèmes, on les connaît bien, mais on n'a pas forcément les bonnes réponses. Je vais bien répondre. Voilà, la partie information voyageurs dans le train. Alors sur la partie information voyageurs dans le train, effectivement, on a des trains diamétralisés aujourd'hui dans notre offre qui font Angoulême, Poitiers, Châtellerault. On a aussi une diamétralisation Poitiers, Angoulême, Bordeaux pour 4 trains. On a des trains diamétralisés Poitiers, Angoulême, Saintes. Voilà. Jusque 2017, on avait un système qui nous permettait d'afficher dans les trains l'ensemble de la desserte des trains diamétralisés. C'est-à-dire qu'au départ de Poitiers, un train qui allait jusqu'à Saintes, on pouvait l'afficher dans le train. Au niveau national, ils ont modifié, ils ont créé un nouveau système
Et ce système, aujourd'hui, ne nous permet plus d'afficher dans les trains l'ensemble de la desserte des trains diamétralisés. Ceci étant dit, et pour prendre le train très régulièrement entre Poitiers et Angoulême, les contrôleurs annoncent avant l'arrivée à Angoulême ou avant l'arrivée à Poitiers que le train continue sur Bordeaux ou continue sur Saintes ou continue sur Châtellerault. Voilà, ça c'est fait régulièrement dans les trains. Mais c'est pas suffisamment fait. Apparemment. Mais je rebondis sur cette annonce, là, un peu technique, mais est-ce qu'il n'est pas possible de revenir là-dessus pour des cas spécifiques? C'est parce que le national ne va pas tout imposer à un moment donné. Il faut qu'il prenne en compte aussi un certain nombre de choses. Et l'adapter à la dimension et la structuration du réseau en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, en fait, ce système d'information voyageurs, c'est un système informatique. Voilà. Les engins moteurs disposent d'un système informatique qu'on doit renseigner. Et l'application dont je parle, c'est une application informatique qui est gérée par le national. Ce n'est pas géré en région. Et donc, on transfère des données à chaque changement de service. On transfère des données au national qui les intègre ensuite dans les engins moteurs. Voilà. Et donc, aujourd'hui, l'application informatique ne nous permet pas d'intégrer en fait les données des trains diamétralisés. Voilà. Donc on essaye de trouver des palliatifs en passant par les contrôleurs et en faisant de l'information à bord. Faites passer le message comme quoi l'information doit être systématiquement diffusée. Voilà. On parle du CIF. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur expliquer qu'il y a des virgules sur certains noms de villes ? Bien. Et je réinsiste sur la question du billet que l'on achète à bord et de ne pas être pénalisé. Juste préciser, effectivement, quand on monte un point d'arrêt sans distribution, il y a bien la possibilité de bénéficier du barème guichet. Et par contre, la règle générale, et qu'on retrouve dans tous les transports collectifs, c'est quand je monte à bord, j'ai mon billet acheté avant. Ou éventuellement il est plus cher. Mais voilà. Non, mais là où il y a plus, là où il n'y a pas de guichet. Non, mais il y a un gros souci. Il y a 15% d'interdits bancaires en France. Je vous parle pas des drôles et des anciens. Il y a 15% d'interdits bancaires en France. Et là, vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a une politique de distribution qui est revue, mais ça fait de longues années. Hein, on connaît ça depuis longtemps. On peut plus. Le matin, vous pouvez partir prendre le TGV avec votre croissant, votre journal. Vous avez de quoi acheter des cordes de guitare en gare de Poitiers avec des machines automatiques, des cadres audio, des casques audio. Le relais est ouvert, tout est ouvert, mais vous ne pouvez pas avoir de billets si vous n'avez pas de carte bancaire. Ça, c'est pas normal. Et dans tous les PANG, ce qui dit, c'est une réalité. Il y a des endroits où il y a des opérations de filtrage. Ça, c'est pas fait en Poitou-Charentes. Mais les gens, le contrôleur, il n'y avait pas de contrôleur dans le train et ils ont allumé tout le monde à l'arrivée. Moi, je veux bien qu'on doive prendre son billet à l'avance. Mais on ne peut pas dire aux gens, il y a un canal Internet. Pour autant, on sait qu'il y a des gens qui ont des difficultés, qui n'ont pas de carte bancaire. Donc, on fait des exclus du transport dans ce pays. Vous êtes en train de faire d'un transport populaire un transport qui est plus adapté à tout le monde. C'est pas normal, ça. Non, mais c'est une vraie question et on n'est pas, on n'est pas absent sur ce débat et on réinsistera de toute façon, sur un certain nombre d'éléments. Hein. Parce qu'il y a de toute façon l'usager qui prend son train, au dernier moment, ça existe. Voilà, on n'est pas forcément amené à prendre la veille ou l'avant-veille. On a aussi un taux de fraudeurs extrêmement important. Donc oui, d'accord, on est obligé de rappeler des règles. Eh ben oui, mais justement. On est obligé de rappeler des règles. Justement. La règle, c'était la question des contrôleurs. Alors, la question des contrôleurs, je voudrais pas qu'il y ait des choses, erronées qui soient diffusées. Il y a une expérimentation seulement sur la ligne Bordeaux-Arcachon, de brigades, comme ça existe dans le tram et dans d'autres, de brigades de contrôle inopinées. Voilà, ils se baladent sur les rames, ils font des contrôles comme ça. Les premiers éléments de l'expérience qui nous ont été rendus par la SNCF, c'est une augmentation extrêmement forte du nombre de billets contrôlés,
par rapport à avant cette expérimentation. Évidemment, énormément d'amendes diffusées, beaucoup d'amendes, voilà, pour non-détention de titre de transport. Mais cette expérience, elle a lieu sur Bordeaux-Arcachon, elle n'a pas lieu ailleurs. Ce qui s'est passé dans le Limousin, parce qu'on sait, on a les informations. Il s'est passé dans le Limousin dernièrement, là, c'est le dernier mois, un certain nombre de cas de TER qui sont partis sans contrôleur, en EIC, enfin en EAS. Voilà. Ça, on n'est absolument pas à l'origine de ça, et la région d'ailleurs condamne ce genre de choses. Pour l'instant, il y a une seule expérimentation, c'est Bordeaux-Arcachon, et point barre. Voilà. Et on en tirera les éléments le temps venu de cette expérimentation. Sur cette ligne qui est très particulière, vu sa charge. Voilà. Alors, on va peut-être... Excusez-moi, là, simplement pour vous dire ce que vous venez de dire, là, par exemple, c'est-à-dire, j'imagine, à Bordeaux, ce matin, il fait beau, je prends le train avec mon vélo, il n'y a plus personne à bord dans le train, j'ai pas mon billet, qu'est-ce que je fais ? Je suis pas en fraude, pourtant je voulais bien aller voir le contrôleur pour le payer. Enfin, c'est plein. On n'achète pas son billet à bord. C'est une dérive qu'on a eue. Non, mais pourquoi je suis obligé de l'acheter à bord ? C'est parce que j'ai plus de guichet. Vous avez tout moyen d'acheter au préalable avant de monter à bord. Tout le monde n'a pas de carte bancaire. Non, je suis désolé, vous êtes... Non, mais il y a tout moyen. Absolument. Les moyens se sont multipliés. Non, mais si on commence à dire qu'on peut monter dans le train sans billet systématiquement, alors qu'il y a plein de moyens de l'acheter. Parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît, parce qu'il y a des gens qui écoutent le débat. Voilà, s'il vous plaît. C'est quand même assez incroyable. On fait une démonstration en sortant de la réunion du comité de ligne. On peut acheter un abonnement sur l'appli SNCF sans difficulté. Non mais son billet dans le train parce qu'on n'a pas pu le prendre avant, parce que les transports qu'on a pris auparavant étaient en retard. Donc on arrive en retard à la gare. À la gare, il y a du monde. Et ça, c'est bien de la réalité. Moi, je prends le train en hebdomadaire. Je veux être honnête, je veux payer mon ticket de train. C'est pas toujours possible avec la meilleure volonté du monde. Je fais tout le train pour chercher le contrôleur. Parfois, il est très occupé, etc. Ou parfois, il n'y en a pas. Et je suis pas très à l'aise. Si je devais me faire contrôler à la descente, je serais pas à l'aise et je serais pas très contente. C'est une réalité. Et tout le monde, effectivement, j'ai un portable, j'ai la 4G et ça marche pas toujours. Il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes, parfois c'est sur les téléphones, c'est free, c'est faire, j'en sais rien. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ? Je reste chez moi ? Je vais pas au travail ? Ben oui, il me faut un train, il me faut un billet, j'ai pas envie de payer 50 €, 300 € de... Oui, ben c'est mon cas, je n'ai pas de guichet. Voilà, très bien, s'il vous plaît, parce que c'est un problème qui est tout à fait identifié. La région là-dessus est... Voilà. On ne se contentera pas effectivement de réponses aléatoires parce que, Monsieur Dubois, je voudrais aussi vous préciser que non seulement il y a des endroits où il n'y a pas de distributeur, il n'y a pas de guichet, mais il n'y a pas non plus de couverture numérique. Et ça, je le vis moi, personnellement, donc je peux amener un témoignage tout à fait concret là-dessus. Entre Angoulême et Bordeaux, il y a des endroits où il n'y a pas de couverture numérique. Je suis désolé, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est un vrai souci qu'il faudra régler, et nous le réglerons avec la SNCF. Bon, c'est pas ce soir ici que nous allons régler, mais c'est tout à fait souligné dans notre approche de cette question-là, comme quoi ça doit être discuté avec la SNCF et qu'on arrive à trouver un mode opératoire qui soit satisfaisant pour tout le monde. Voilà. Peut-être pourrons-nous aborder l'offre TER annuelle
Et ensuite, on donnera aussi ce qui a été mis en place à la demande notamment des usagers au précédent comité de ligne ou sur la dernière année. Oui, alors globalement, on reste sur une continuité des horaires qu'il y avait l'année passée. Et il faut savoir, donc je vous ai indiqué les quelques modifications qu'on a faites, qu'on travaille vraiment dans le cadre des services qui seront mis en place en décembre 2020, donc c'est bien plus tard. Enfin, en décembre 2020, pour l'année 2020, pardon, pour que toutes les circulations soient en correspondance avec le TGV, donc en gare de Poitiers, et avec des correspondances, on va essayer d'optimiser, voire même quai à quai, donc de façon à gagner vraiment en confort. Alors ça, c'est comme vous a dit Monsieur Jacquiard, on ne peut pas le faire pour 2019, ça demande tout un temps de commandes de sillons, un tas de choses à faire, et donc on l'a déjà demandé pour 2020. Alors, au niveau des horaires dans le sens Poitiers-Angoulême, sur la ligne 4, on a une insertion de l'arrêt d'Épanvilliers à 13h06 tous les jours de la semaine, excepté le week-end. Ça, c'est un plus. C'est un plus, ça a été demandé l'année dernière en comité de ligne. Donc c'est sur un Poitiers 12h33, Angoulême 13h50. Donc ça, c'était une demande qui a été faite l'année dernière. Donc là, le reste des horaires sont dans la continuité. Dans le sens Angoulême-Poitiers, on ajoute l'insertion des arrêts Iteuil et Ligugé à 11h40 et 11h44 le dimanche pour la ligne Angoulême, enfin dans le sens Angoulême-Poitiers, pour le Angoulême à 10h45 et Poitiers 11h47. Donc ça, c'est à partir de décembre 2019. En fait, on avait une asymétrie, on n'avait pas d'arrivée le matin, le dimanche sur Poitiers. Par contre, on avait deux retours le soir. Donc du coup, il y a un aller le matin qui avait été demandé aussi en comité de ligne. Donc pour la ligne Poitiers-Tours, dans le sens Poitiers-Tours, on a l'insertion de l'arrêt Les Ormes à 20h32 sur le TER qui part de 19h49 à Poitiers, qui arrive à Tours à 20h56. Donc tous les jours sauf le week-end. Ça permet de permettre un retour plus tardif de Poitiers, puisque le précédent est actuellement à 17h37. Donc ça aussi, c'est une demande du comité de ligne. Alors ça répond pas à toutes les demandes du comité de ligne au niveau de la desserte des Ormes, mais on a un problème ensuite de correspondance pour arriver à augmenter encore plus la desserte des Ormes. Et donc, comme je vous l'ai dit, sur le service qui sera appliqué à partir de décembre 2019, donc pour 2020, on va vraiment travailler sur les correspondances TER-TGV sur Poitiers on essaie de faire des correspondances même de quai à quai. S'il vous plaît. Il n'y a pas eu d'annulation. Prenez un micro parce que sinon ça ne fonctionne pas. Ça va le faire. Il n'y a pas d'annulation de train sur les lignes, il n'y a pas de retrait. Ok, très bien. Juste, j'ai regardé Tours Châtellerault-Poitiers, du coup, le samedi matin. Non, parce que sinon, je vais être obligé de me déplacer à la SNCF nationale ou aux France, là, et puis faire une grève de la faim pour demander une simple dérogation pour pouvoir prendre le TGV de 9h27 avec mon petit vélo. Bon courage. Ouais, voilà, bon courage. Je fais quoi, en fait? Parce que la dernière fois, ça m'a quand même pris 2h30 pour rentrer à vélo. C'est agréable, mais bon, ce serait bien d'améliorer. Au moins, sur ce genre de petits détails. Je comprends que vous n'avez pas à mettre en disposition un train pour moi. C'est tout à fait logique. Mais enfin, je paye un abonnement qui est quand même... Je rappelle la différence de prix. 70 balles par mois, enfin 62 € quand on a l'abonnement annuel. Comparé à un pass Navigo, 34 €. C'est pas comparable. C'est pas comparable, je suis d'accord. Mais quand même... Enfin, pour les gens qui se déplacent à vélo, par exemple, n'importe qui veut aller se promener, obligé de partir à 7h30 du matin avec son vélo, ou 13h10 l'après-midi. C'est quand même aberrant.
sur des abonnements, n'est-il pas possible de mettre en place des dérogations ponctuelles et individuelles qui pourraient résoudre ce genre de problème? Parce qu'il y a quand même 4400 travailleurs qui vont de Poitiers à Châtellerault par semaine, et inversement, la même quantité de gens qui vont travailler de Châtellerault à Poitiers. Et peut-être qu'il faudrait y réfléchir là tout de même, n'est-ce pas? Alors, on a noté le trou d'offre, mais vous connaissez un peu le ferroviaire, apparemment, ça ne se règle pas comme ça. Donc, ce que l'on enregistre aujourd'hui, on y regarde ce qui est possible de faire 2019 ou 2020, plus vraisemblablement, à quelle heure vous terminez si c'est pertinent. Samedi matin, à quelle heure vous terminez? 8h30. Oui. Non, mais un trou d'offre en mi-journée. Mais sachez que c'est pas que sur cette ligne et c'est pas que vous qui êtes impacté par ces trous d'offre en demi-journée. Mais d'ailleurs, ce n'est pas que le week-end. On a un certain nombre de lignes où c'est y compris en semaine. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les dérogations ou la possibilité d'emprunter le TGV, on le fait pour un certain nombre d'usagers. Mais vous imaginez bien que ça coûte énormément parce que ça coûte moins cher que de rajouter une rame. Mais ça coûte. Et je peux vous dire que ça coûte très cher parce que la SNCF ne fait pas de cadeau là-dessus. Mais si, il faut que je paye un supplément et donc, de 5 € par mois. Non, mais je comprends. Mais ouais. Je suis prêt à payer pour un service, il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais au moins qu'on le propose. On va regarder. On va regarder, c'est enregistré. Non, c'est 20 €, mais sans le vélo. Ouais. Et ça me coûte 16 € et quelques Châtellerault-Poitiers pour prendre avec mon vélo. Parce que j'ai la carte jeune. C'est sur l'offre, là, on revient. Oui, non, l'offre. J'ai bien noté la création d'horaires supplémentaires. Vous ayez Ligugé, mais il y a les autres par décalage le dimanche, là, qui est plutôt intéressante. Pourquoi elle n'a pas été mise en place également le samedi? Pourquoi le dimanche, pas le samedi? Parce que c'est un horaire où effectivement c'est bien arrivé à midi, mais c'est valable pour les 2 jours. Et dans le même temps, qu'est-ce qui fait que le soir, le TER du dimanche soir qui marchait pas trop mal, qui était celui qui aujourd'hui est devenu, sauf samedi-dimanche, qui est le 18h03, 18h11, qui fait la continuité vers Angoulême, qui s'arrête partout, là, qui circulait avant, pourquoi il est plus samedi-dimanche et que, en gros, il a été reporté 1 heure en amont? Il n'y a pas de piège, il y a peut-être des éléments justement qu'on n'a pas. On note, on répondra. Là, tout de suite, on n'a pas l'analyse sur ces... Mais on note le questionnement, à moins qu'il y ait des réponses côté SNCF. Non, je vois Stéphanie Hérault là-bas qui est sur les dessertes, qui regarde attentivement la question, mais j'ai l'impression qu'elle ne va pas avoir la réponse directement. Alors la question c'était à partir du prochain service, le 863-239 au départ de 17h08 de Poitiers, lui va circuler le dimanche, alors qu'avant c'était plus le 863-243, avec 1 heure plus tard qui était plutôt bien positionné pour un dimanche en soirée pour les étudiants, parce que préféraient souvent partir à 18h chez eux que de 17h. Avec un départ à 17h, ça veut dire que vous demandez aux étudiants de partir de chez eux aux alentours de 16h30. Pour ceux qui ont une activité sportive, c'est pas la panacée, quoi. Pourquoi le mettre que le dimanche? Alors après, il y a la question du coût, je peux entendre, mais est-ce qu'il aurait pu être envisageable samedi-dimanche? Parce que c'est plutôt bien d'avoir mis le Ligugé. Il n'y avait pas de train qui s'arrêtait à Iteuil, Ligugé, Vivonne le samedi matin. Enfin, il s'arrêtait à Vivonne. Mais il n'y avait pas la petite desserte. Là, il y a de la desserte fine, donc c'est bien pour le dimanche. Pour venir et pour repartir, c'est un peu moins confortable. Et surtout, attention par rapport aux horaires des jeunes. Non. Pardon. Oui, merci. C'est juste la portion Châtellerault-Poitiers qui est sauf samedi-dimanche, comme actuellement. Le train en lui-même circule sauf samedi. C'est écrit juste au-dessus. Voilà. En fait, il est lié la semaine en provenance de Châtellerault et pas le week-end. Le week-end, il n'y a pas la même offre. Ah oui, non, mais j'entends. Moi, je lis origine Châtellerault. Il part à 17h34
sauf le samedi, dimanche. Donc, En je me dis, origine, si- Châtellerault, oui. Par contre, si vous remontez d'un étage, il est marqué sauf S. Donc il est sauf samedi sur la portion Poitiers-Angoulême. Eh ben, c'est ISO. parfait. Et ben voilà, réglé. Non, mais ça vaut toujours pour les collègues châtelleraudais qui, eux, perdent encore une descente sur... Ah non, Poitiers. c'est la même chose que cette année. C'est la même offre. Ah oui, non, mais comme il avait déjà perdu, on peut leur remettre. On n'est pas parce qu'ils l'ont perdu qu'ils perdent définitivement. Alors, oui, bon, Châtellerault. Je reviens pas sur ce que j'ai dit sur Tours. Voilà, on l'a dit. Donc, par contre, on pourrait envisager qu'il y ait une amélioration des correspondances TGV TER sur Bordeaux-Châtellerault, parce que quand on regarde les temps de trajet, on est sur du 2h16 et le dernier train du soir, c'est catastrophique. C'est 3h16 de trajet pour revenir de Bordeaux. Le train qui part vers 18h30 de Bordeaux, on arrive à Châtellerault à 21h, je ne sais plus combien. Il y a un temps d'attente à Châtellerault qui est énorme. 21h39. Et après un autocar, je veux dire, c'est vraiment... Personne Personne ne le fait, personne prend le TER dans ces cas-là. Donc, les voitures vont jusqu'à Poitiers. je pense que c'est pas trop mauvais dans le sens, les correspondances dans le sens nord-sud, mais dans le sens sud-nord, je pense qu'il y a des progrès à faire. Pour revenir de Bordeaux, mais ça c'est pareil, on ne va pas redire à chaque fois. Il y a vraiment un négatif. Alors pour information, vous parliez de Ouigo tout à l'heure. Effectivement, nous on avait un 17h08 qui nous permettait d'arriver à Châteauroux vers 19h. On s'est aperçu que le Ouigo mis en place, etc., nous supprimait la desserte sur Châtellerault alors qu'il n'y avait rien qui l'expliquait. J'avais envoyé l'information à M. Redonnet au mois de mars. Il a fallu quand même attendre beaucoup de mois. J'ai vu avec satisfaction tout à l'heure sur le site qu'on pouvait enfin reprendre avec le Ouigo et avoir la correspondance. Mais le Ouigo, c'est pas nous. Mais non, mais je sais, il y a le TER avec. Parce que derrière, c'est aussi du TER. Moi, je ne dissocie pas. Oui, d'accord. Même si je sais qui est responsable de quoi. Nous, on n'arrive pas à les... Mais un jour, moi, je pense qu'un jour, il faudrait que dans un comité de ligne où il y a ces problématiques de correspondance, qu'on puisse avoir un représentant de TGV qui puisse... Parce qu'on peut autrement, ils ont la vie facile. On leur écrit, on n'a jamais de réponse. On fait des mails, on n'a jamais de réponse aux mails. Une fois par hasard, ils retrouvent notre numéro de téléphone parce qu'on envisage de rencontrer Monsieur Pépi au Vinci en début d'année. Mais autrement, c'est silence radio. Alors en plus, on ne fait pas des demandes, j'allais dire, irresponsables et démesurées. Que signifie la fourchette horaire 18h03, 18h11 ou 19h03, 19h11? C'est l'heure d'arrivée à Poitiers, puis l'heure de départ de Poitiers, c'est ça. D'accord. Il arrive de Châtellerault à Poitiers à 18h03 et il repart à 18h11. Direction Angoulême. Bon, merci. Donc voilà pour l'essentiel de ce qui pouvait être dit pour 2019. Bon, vous avez bien compris que 2019, des améliorations sensibles sur un certain nombre de points. L'enjeu, c'est réussir pour 2020, et on y travaille déjà évidemment, c'est 2020 vraiment avoir des réponses beaucoup plus consistantes sur les besoins. Oui, j'aurais une question qui va de la responsabilité de SNCF Réseau. Donc je ne sais pas si quelqu'un ici représente SNCF Réseau. Attends, on va d'abord justement donner la parole à SNCF Réseau et à la limite, on pourra poser la question après. C'est en lien avec les horaires. D'accord. Je ne sais pas comment... Bon, très bien. Bonsoir à tous. Oui, de toute façon, on peut la poser après. Bon, je fais une petite présentation et ensuite je répondrai aux questions. Donc Romain Furlan, SNCF Réseau. Je vais vous parler donc de quelques chiffres sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc l'infrastructure en Nouvelle-Aquitaine, c'est 3410 km de lignes. Il y a 1283 km de lignes de réseau structurant, donc ce qui est le cas sur nos deux lignes de ce soir. 1856 km de lignes régionales. 271 km de lignes dédiées uniquement au fret et 250 km de LGV proprement dit. Il y a 930 trains quotidiens dont 700 TER, donc le TER a une
très grosse part de sillons par jour. Il y a 14 entreprises ferroviaires ou candidats autorisés qui circulent sur tout le réseau Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, essentiellement bien sûr des entreprises ferroviaires fret. Les candidats autorisés, ce sont des clients qui peuvent commander des sillons, des marches de train, mais qui n'ont pas qui ne sont pas transporteurs en propre, qui après derrière donnent la partie transporteur à une entreprise ferroviaire. Donc on a le cas sur Poitou-Charentes, notamment avec l'opérateur ferroviaire de proximité qui se situe à La Rochelle. Il y a 450 millions d'euros d'investis chaque année pour moderniser le réseau, 70 millions consacrés à l'exploitation du réseau. Ça représente 150 chantiers par an, donc en 2018, et nous sommes 4650 collaborateurs. Oui. Alors, exploitation et maintenance. Hein. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil pour toi, Joël. Bon. Vous réglerez votre problème après. Non, mais c'est en effet, ce 70 millions on parle d'exploitation et maintenance. Ce serait bien qu'on termine tous ensemble, donc voilà, essayons d'être... Ensuite, donc je vais faire un petit bilan, puisque bon, le comité de ligne s'est un peu décalé dans le temps, plutôt un bilan sur le service annuel 2018. Donc sur la partie Tours-Coutras, nous sommes sur des travaux de jour, donc c'est 5 heures de travaux de jour toute l'année. Auparavant, avant le service annuel 2017, nous étions sur des travaux de nuit, et comme nous sommes sur du réseau structurant, en fait la partie nuit a été basculée sur l'axe POLT, donc Paris, Orléans, Limoges, Toulouse. Et donc depuis le deuxième semestre 2017, nous faisons essentiellement des travaux de jour. Sur Poitiers, actuellement, nous sommes en train de rénover des appareils de voie, de renouveler des appareils de voie, donc avec des travaux de jour et également un petit peu de nuit, depuis le 3 septembre jusqu'à la fin du service. Donc ça peut occasionner voilà, quelques pertes de temps qui sont normalement intégrées dans les horaires, mais bon voilà, il peut y avoir quelques perturbations sur Poitiers donc depuis début septembre. Ensuite sur le SA 2019, le service annuel 2019, donc nous sommes toujours sur des travaux de jour, 5 heures de jour, nous sommes sur le même schéma. En termes de travaux importants, il y a la mise en accessibilité de Poitiers, enfin ce qui reste à mettre en accessibilité, donc c'est le rehaussement de 2 quais qui va commencer en début d'année 2017, enfin second trimestre 2019. Et un gros chantier, donc on appelle ça une GOP, c'est des grosses opérations. Donc en gros c'est du renouvellement voie ballast sur 13 km entre Saint-Benoît et Vivonne. Donc les travaux principaux seront de la semaine 21 à la semaine 25, avec des simultanés de jour donc assez importantes de 8h30. Et auparavant, donc il y aura des travaux de préparation, essentiellement. En fait, bon, les travaux principaux seront traités avec une suite rapide. Donc c'est en gros des trains usines. Et tout ce qui ne peut pas se faire avec ce train-là se fait, donc on appelle ça en hors suite, donc ça va se faire soit avant soit après. L'essentiel va se faire avant, donc notamment au niveau des quais, au niveau des tunnels, ce train usine ne peut pas travailler, donc tout ça se fait sur du hors suite, voilà. Et donc des travaux de finition ensuite de nuit jusqu'à la semaine 28. Donc des gros impacts, des gros travaux qui vont se passer sur le premier semestre 2018. Également, donc, ce qu'il n'y a pas sur cette diapo, on a également donc la mise en accessibilité d'Angoulême, donc avec une passerelle donc qui est faite par la communauté d'Aglo, mais derrière on a quelques adaptations qui va se faire sur la gare d'Angoulême. Voilà globalement l'organisation des travaux et les gros travaux qui ont été faits en 2018 et qui vont se faire sur 2019.
Très bien, dans la continuité de ce que vous avez présenté, est-ce que tout ça, ça va permettre qu'on conserve la vitesse nominale de la ligne à 200 entre Tours et Angoulême? Dans les 2 ans à venir, ce qui sera prépondérant pour l'offre qu'on pourra mettre en place sur nos lignes TER? Non. Depuis 2014, donc à partir du moment où les travaux de SEA ont été envisagés, il y a quelques parties de lignes qui vont être abaissées à 160. Donc ça sera entre Châtellerault et le raccordement de Ville-Oignon, on sera à 160 km/h. Il y aura une petite partie à Angoulême et la partie Libourne-Bordeaux, voilà, qui seront traités à 160 km/h. Sachant que les trains TER ne circulent pas à plus de 160 km/h. Pardon? Tous les Régio 2N, Régioli sont tous adaptés à 200. L'utilité de développer le TER avec ce matériel-là, c'était de faire de la vitesse un peu comme ça. Autant il y a des difficultés pour aller à La Rochelle qu'on peut entendre, sur du Angoulême, Poitiers, Tours, c'est quand même dommage qu'on ne soit plus en capacité d'exploiter une ligne qui avait une vitesse nominale comme celle-là. Il y a une crainte qui est derrière, c'est qu'on abaisse à 160, défaut d'entretien, personne ne découvre rien ici quant à nos infrastructures et au coût que ça a, défaut d'entretien, vitesse limite temporaire à 140. Vous parlez d'un abaissement à venir à 160, mais déjà avec les feux orange clignotants, les conducteurs roulent déjà à une vitesse dégradée. Donc déjà, ça correspond pour nous à une baisse de qualité de service, parce que effectivement, ça rallonge les temps de parcours, ça nous évite d'avoir des correspondances mieux cadencées. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi une infrastructure qui permettrait d'optimiser les correspondances et d'améliorer les temps de parcours sont destinés à être dégradés. On ne comprend pas. Alors, surtout quand la région va faire un investissement de plusieurs rames de trains rapides, qui pourrait être effectivement un gain de qualité. Juste pour vous répondre, les verts clignotants qui existaient, ils servaient que pour les TGV. Les Régiolis et les Régio 2N ne circulent qu'à 160. C'est les Z-TER qui circulent à 200. Mais les Régiolis et les Régio 2N circulent à 160. La vitesse limite de ces engins moteurs, c'est 160 km/h. Voilà, c'est les Z-TER qui circulent à 200. Donc les verts clignotants, dans tous les cas, ça ne concernait que les TGV. Oui, il faut quand même dire aux gens qu'on a quand même la capacité aujourd'hui technologique, qu'il y aura bientôt que des rames qui pourront rouler beaucoup plus vite. C'est comme nos voitures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète tous des voitures qui peuvent rouler une vitesse folle. Et il ne faut pas dépasser 80. Écoutez, moi, je ne suis pas cheminot, mais pour avoir, en tant que responsable du collectif, discuté avec beaucoup de cheminots, moi, j'invente rien. Moi, quand je suis dans le train, je ne vois pas les signaux. Mais j'écoute ce qu'ils me disent. Et quand des gens qui sont dans un corps de métier et qui ont des compétences me disent qu'effectivement, ils pourraient mieux travailler, moi, j'ai tendance à les croire. Moi, je suis enseignant. Je veux dire, je ne comprends pas que des parents d'élèves me disent comment je dois travailler. C'est plutôt nous qui leur expliquons comment on fait. Et il doit y avoir une relation de confiance. Et là, visiblement, la relation de confiance, elle est distendue avec la SNCF parce que les réponses que vous apportez ne sont pas du tout en cohérence avec ce que nous, on ressent sur le terrain parce que les cheminots sont des citoyens comme les autres et ils peuvent échanger avec les citoyens que nous sommes. Et donc, voilà, on pense qu'il est possible de faire autrement. On pense qu'il est possible de faire autrement. Et la ligne classique que vous prévoyez de dégrader à 160, et moi j'ai vu l'an passé des gens de la SNCF en costard et avec les chasubles, qui n'étaient pas là effectivement pour travailler à l'amélioration de la desserte, mais qui étaient plutôt là pour voir quelles économies pouvaient être faites. Et pour nous, c'est pas la bonne entrée dans les demandes que l'on formule, parce que là, ici, aujourd'hui, avec le maire de Ruffec, nous on représente entre 350 et 500 personnes qui sont allées bloquer le TGV et qui ont été sur le bord des voies pour dire qu'ils n'étaient pas contents. Donc là, c'est nous qui parlons, on est deux, mais derrière, il faut imaginer qu'il y a beaucoup de population qui a des attentes. Oui, en partant du besoin Tours-Bordeaux, je parlais d'une relation interville, et quand je parle de relation interville, bien évidemment, je parle de mise en place d'un train avec les vitesses minimales à 200 km/h. Ça veut donc dire, et ma question est la suivante, si demain on veut revenir à 200 km/h, c'est-à-dire l'autorité organisatrice, est-ce qu'on va lui demander de payer de la réinvestissement nécessaire pour réadapter l'infrastructure aux 200 km/h? Parce que abandonner le 200 km/h, me semble-t-il, il y a peut-être des gains, mais ça coûtera beaucoup plus cher quand on va vouloir y revenir. Et à ce moment-là, ça peut bloquer le processus. Voilà.
C'est une question extrêmement claire. Mais pour ça, il faut du matériel à temps. Mais c'est évident. Mais le matériel qui va sortir aujourd'hui, Comment il y en a pas ? Comment il y en a pas ? Va y avoir du TER 200 qui va arriver sur le marché. Il arrive. Il y a des régions qui en ont acheté. Pays de la Loire en a. Voilà. Alors non, mais Pays de la Loire, c'est des aides de terre qui étaient dans notre coin. Pays Mais de il y la a du Loire a nouveau du bombardier de niveau 200. Oui, mais justement, il y a du nouveau matériel qui arrive, qui sera du matériel 200 km/h. Je voudrais juste rappeler quelque chose, c'est que la solution de repli de la LGV, s'il y avait un gros souci sur la LGV, et je vous cache pas qu'en 1 an d'existence d'une LGV censée être neuve, quand je vois le nombre d'incidents dessus, je me pose certaines questions, mais c'est autre chose. Si on n'a plus de solution de report à 200 pour les TGV, quand la LGV, nos bons amis de chez Vinci, va avoir des couacs, eh ben, nos usagers TGV plus TER vont morfler. Et qui va morfler le plus ? C'est nos usagers du TER, parce qu'il y aura une priorité pour le TGV. Et les TGV seront cantonnés à 160 sur la ligne classique. Quand les TGV sont obligés de passer sur la ligne ancienne, à quelle vitesse roulent-ils ? Alors, la plupart des portions, alors après, c'est pas toutes les portions, hein, notamment sur Angoulême, la partie restera à 220. C'est la partie Poitiers. Derrière Poitiers, c'est relativement proche de la gare de Poitiers. On roule pas à 220 en approche de la gare de Poitiers en sortant de la ligne nouvelle, quoi. LGV avec .C. Non, sur Angoulême, la sortie d'Angoulême... Non, la question c'est quand il y a un souci sur la LGV comme l'autre fois ou un poste gris, que l'ensemble du parcours se fait sur ligne classique, et on aura des fois, par expérience, croyez-moi, on aura des cas. Comment on va faire ces jours-là pour arriver à absorber tout le trafic ? Mais de toute manière, si nous sommes en situation dégradée, comme c'est déjà arrivé, en termes de régularité, il y a déjà eu des... Voilà, ces jours-là, ça a été des journées noires au niveau régularité. Je veux dire, le 220 par rapport au 160, ça va pas forcément améliorer. Voilà, on va pas ni régler ni négocier là ce soir. Je veux dire, en situation dégradée, il y aura toujours ces soucis. Ce à quoi nous nous engageons au niveau de la région, c'est de toute façon, mais on l'avait déjà noté à plusieurs reprises, parce que ça reste quand même aussi une interrogation pour nous, on va approfondir cette question avec les interlocuteurs SNCF, de façon à regarder d'un petit peu plus près, voilà, à la fois les conséquences et s'il y a, j'allais dire si effectivement c'est pertinent de se diriger vers ce système d'abaissement de vitesse sur un certain nombre de portions, et en tous les cas derrière quels sont pour nous voilà, les enjeux. Donc on va y regarder d'un peu plus près. Voilà. Mais Monsieur Jacquillard, oui. Ce genre de débat n'a rien à faire en comité de ligne, je le partage. Mais je peux vous dire un truc, c'est que si j'ai posé la question, c'est que c'est les seuls endroits où on a la vérité des prix. Mais je dis pas qu'il a rien à faire en comité de ligne. Jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise nous avait toujours dit, il y aura pas, on sait pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je dis pas que ça n'a pas à faire. Enfin, on n'a pas à se poser des questions en comité de ligne. Toutes les questions sont bonnes en comité de ligne. Il y a pas de mauvaises questions. Après, on va pas le régler ni le traiter là, mais on a bien enregistré vos remarques et les interrogations que ça pose. Voilà. Enfin, déjà, si on arrivait à faire rouler les trains sur toutes les infrastructures en bon état, on aurait déjà beaucoup gagné en qualité. Voilà. Soyons aussi, prenons un peu de hauteur, mais en tous les cas, toutes les questions sont bonnes à traiter. Est-ce qu'on a d'autres choses à voir à la suite là bon, sur réseau, on clôt le chapitre. C'est les questions qui ont été posées en comité de ligne précédemment, mais on a peut-être répondu à une partie déjà. Oui, on a répondu. Donc je peux. Voilà. En fait, pour vous montrer donc les questions qui avaient été posées. Le précédent comité de ligne. Voilà. Non, c'était les questions qui ont été posées avant oui, par mail. Oui, avant donc pour vous indiquer qu'on avait bien reçu les questions. Donc il y a eu des questions qui ont été posées d'ailleurs par des personnes qui étaient présentes ici. Donc il y avait la question de la desserte de Châtellerault vers 8h30, ça vous le savez.
Le départ de Tours au niveau de 7h30, voilà, c'est la desserte de Châtellerault. Et ensuite, il y avait ce que a parlé l'autre personne qui est partie tout à l'heure, je crois, c'est la personne où les TER sont complets le vendredi avec tous ces élèves qu'il y a et les étudiants qu'il y a le vendredi. Voilà. Ça, c'était les questions qui avaient été posées, donc on a eu l'occasion d'en débattre. Pardon ? Oui, alors s'il y a d'autres questions, bien sûr, vous pouvez rajouter sur le module et de toute façon, on se mettra à disposition tout la vidéo, le compte rendu et bien sûr les PowerPoint qui ont été présentés. L'ensemble de la présentation, vous le retrouvez là sur le site transport.nouvelle-aquitaine.fr avec la rubrique concertation. Vous pouvez d'ailleurs voir tous les comités de ligne qui sont aussi enregistrés. Voilà. Voilà, donc s'il reste des questions, des remarques, cela reste toujours actif. Vous pouvez continuer à le faire. Vous pouvez aller voir les autres comités de ligne qui se sont déjà déroulés, puisqu'ils sont tous enregistrés au fur et à mesure. Et vous avez aussi les réponses écrites qui seront mise en ligne par rapport aux questions posées, soit par mail, soit... voilà. Petite chose amusante. Alors, ne soyez peut-être pas trop pressé pour le compte-rendu, parce que parfois, il arrive que... il y a un certain temps qui se passe, mais bon, voilà. On a 17 comités de ligne à digérer. Petite chose amusante, là. Il se trouve que j'ai découvert ce document qui, justement, nous explique qu'il y a des comités de ligne. Alors, je l'ai trouvé à Bayonne. Je l'ai demandé à Bordeaux, je ne connaissais pas. Angoulême non plus. Ici, les gens m'ont dit ici au niveau syndical, c'est bizarre quand même, c'est quand même un document qui aurait pu être distribué un petit peu dans les présentoirs. Voilà, c'est bizarre. C'est la SNCF qu'il faut regarder quand vous dites ça. D'accord, je peux me permettre, je peux répondre. L'info, elle doit être diffusée partout. Ah, il y en avait ? Ah bon, dommage. Mais après, il n'y en avait plus dans les présentoirs. Oui, d'accord. Ok. Ça, c'est le genre de choses que vous pouvez nous faire remonter par mail. C'est comme les fiches horaires. Parfois, il n'y en a plus dans les présentoirs. Etc. Voilà, toutes ces questions-là. Oui, parce que c'est plus simple, ou par courrier, si vous avez le temps d'écrire, c'est pas le problème. Merci à vous tous. Bon.